On va évoquer ce qui s'est dit aujourd'hui entre le président Zelensky et Macron. Le président ukrainien a été reçu par Emmanuel Macron avec une déclaration d'intention qui est qualifiée d'historique. Le point avec Charlotte Diry sur ce qui a été promis de part et d'autre, parce qu'il y a quand même un parfum de guerre là, qui évidemment plane au-dessus de la France et sur une partie de l'Europe. On écoute Charlotte Diry. Une déclaration d'intention historique signée entre Paris et Kiev. Lors de sa visite en France, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont annoncé l'achat d'une centaine de Rafales par l'Ukraine. Un accord détaillé par le président de la République. Cette déclaration, nous l'avons bâtie sur l'intensification de notre coopération en matière de défense, dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie, et sur notre engagement dès le premier jour aux côtés de l'Ukraine pour l'aider à se défendre, à renforcer son armée, ses capacités, dans le cadre des différentes coalitions dont nous avons pris la tête ou auxquelles nous avons activement contribué. Un projet qui va être mis en place dès 2026, comme l'a précisé Volodymyr Zelensky. Cet accord stratégique va fonctionner sur 10 ans à partir de l'année prochaine. Nous sommes conscients des bases de cet accord, des bases politiques, financières, industrielles. C'est un accord historique. Nous apprécions beaucoup ce soutien de la France afin d'obtenir la sécurité garantie en Europe. Dans cet accord militaire, des acquisitions de drones, intercepteurs, bombes guidées, ainsi que 55 locomotives sont également prévues d'ici à la fin de l'année. Le chef de l'État français a une fois de plus rappelé que l'Ukraine appartenait à la famille européenne et qu'il espérait une paix avant 2027. Voilà pour le point de ce qui s'est dit aujourd'hui. Louis Gauthier, est-ce que vous avez l'impression que ça va dans le bon sens, que tout ça peut ramener la paix en Ukraine ? Ça intervient à un moment où le président Zelensky est affaibli dans son pays pour des raisons politiques et parce que la Russie, par coup de butoir, continue à grignoter. Les raisons politiques, c'est des scandales de corruption. Les raisons politiques, elles sont là, sur les conditions de la réassurance après un cessez-le-feu et sur la livraison d'armes. La livraison d'armes, elle va intervenir dans une séquence qui est peut-être lointaine, mais symboliquement, politiquement, ça dit quand même une chose, c'est qu'il y a une des conditions que met Poutine à tout accord de paix, qui est la démilitarisation de l'Ukraine, ça ne va pas dans ce sens-là, heureusement, parce que l'Ukraine est pour les Européens la digue de leur première défense. Les Français ne sont pas les premiers à livrer des avions à l'Ukraine. Les Américains l'ont fait, les F-16, nous avons livré nous-mêmes des 2000, la Suède promet des Gripen qui sont dans une catégorie du type Rafale, et là, nous engageons à livrer des Rafales, c'est-à-dire, au fond, à consolider la défense ukrainienne pour l'avenir, durablement. D'accord. Mais donc on ne va pas dans le sens d'une désescalade, si j'entends bien ce qui s'est dit aujourd'hui. Ça n'empêche pas le cessez-le-feu, mais on va dans le sens où les Européens vont au bout de leurs responsabilités dans les garanties qu'ils veulent donner de réassurance à l'Ukraine et un signal fort à M. Poutine à un moment où on voit qu'on va rebasculer dans la 4e année, au fond, si rien n'est fait. Pourquoi ? Parce que c'est bientôt l'hiver, parce que les opérations terrestres vont être en partie freinées. Et donc, la question, c'est est-ce que Poutine parvient à faire ces 2 brèches, notamment à l'Est et dans le Sud, autour de Pokrov, et à provoquer une brèche pour aller un peu plus loin ? Ou est-ce que son effort va être directement contré ? Et on repasse ensuite dans une période où il faut, parce que ça peut être aussi son intérêt, aller à un cessez-le-feu, mais sur des garanties. Parce que dans le même temps, M. Poutine nous agresse. Comment ? Il a agressé la Pologne avec un attentat sur des lignes de chemin de fer directement. Un drone a été percuté, un gazier qui apportait du gaz à l'Ukraine pour qu'elle ait l'énergie nécessaire pour continuer se chauffer pendant l'hiver. Donc on voit bien que c'est une guerre qui continue par ailleurs sur des actions indirectes qui met en jeu les intérêts des Européens. Pour l'instant, les Européens restent dans une ligne de quant à soi qui est nous ne sommes pas des belligérants, mais nous soutenons l'Ukraine parce que si l'Ukraine cède, eh bien à ce moment-là, la menace se rapproche d'autant des frontières européennes. Louis de Ragnan, une question à Louis Gauthier. Par rapport à ça, moi je regarde, il y avait plusieurs choses qui m'ont interpellé. La première chose, c'est une très bonne nouvelle pour Dassault si la lettre d'intention se traduit en contrat réel. Mais ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est
en réalité, rien n'est financé dans le projet d'acquisition de Rafale. Et ce qui me paraît très étonnant, c'est que en fait, Emmanuel Macron donc, sous-entend que ces Rafales vont éventuellement changer le cours de la guerre, alors qu'en réalité, il y a déjà 239 Rafales qui sont en attente de production chez Dassault, tellement le carnet de commandes est rempli. Et donc, si on se dit la vérité, s'il y a un premier Rafale qui arrive en Ukraine, premier Rafale, il n'arrivera pas avant 2029. Ouais. Donc c'est quand même dans très longtemps. Et du coup, ma question, moi j'ai quand même le sentiment, dans ce contexte-là, que ça participe de l'escalade. C'est-à-dire que ça peut aussi donner un argument à Vladimir Poutine de l'autre côté pour dire, vient d'être annoncé la commande, la livraison, peu importe la manière de le dire, de 100 Rafales. Eh bien, moi, Vladimir Poutine, ça me permet de renforcer ma posture et de dire, on va être agressé. Je rappelle que les Rafales peuvent porter l'arme atomique et tout ça. Ça participe d'une stratégie de containment, de confinement, de maintien de la digue face à la Russie. Mais ceux qui provoquent les escalades ou les risques d'engrenage par des actions inconsidérées de provocation, d'ingérence, de déstabilisation, ce sont les Russes. Et ils frappent. Regardez les survols de drones ou toutes ces actions d'agitation qui touchent directement le territoire européen. La signature, elle est russe. Je ne parle même pas du cyber. Donc, c'est plutôt une stratégie de containment où on dit que dans la durée, on continuera à livrer des armes à l'Ukraine, à permettre à l'Ukraine d'être une puissance qui se défend. Et sa défense est la première digue de la défense des Européens. Alors après, vous avez évoqué d'autres questions. D'abord, les Suédois ont fait un engagement sur le Gripen. C'est plutôt bien que le Rafale, qui est aussi un avion important, puisse trouver des voies, des marchés en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un lien avec un autre projet européen, celui du futur, qui est le SCAF. Et donc, d'une certaine manière, si ce projet, au-delà de la LOI, va à son terme, il y a une consolidation autour de Dassault d'une aéronautique militaire européenne. Mais ça, ce sont des questions qu'on verra dans la durée. Après, il y a la question du financement que vous avez aussi évoquée. Là, ça renvoie sans doute à des lignes de financement que l'Europe est prête à accorder à l'Ukraine pour son armement, d'abord dans le présent et ensuite dans le futur. C'est la question de la mobilisation des emprunts, de SAFE ou d'emprunts qui seraient garantis autrement. Et ça, ce sont des questions qui sont en suspens politiquement. Une question de Joseph Massescaron, à Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité. Je voudrais en venir sur la question des États-Unis. C'est-à-dire comment ce type de décision est pris par la diplomatie américaine, par la diplomatie Trump. Est-ce que c'est un soulagement en disant « ça y est, les Européens font le job, font ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps » ou est-ce qu'il y a une sorte de méfiance en disant « vous avancez sur un terrain sans arriver à maîtriser toutes les données » ? De toutes les façons, c'est assez difficile de démêler ce que pense Trump. Est-ce qu'il livre pas les Tomahawks? Est-ce qu'il aboutit à un accord de paix, etc. Ce que ça met en évidence, mais ça c'était depuis le début, c'est que les Européens sont au pied du mur parce que c'est quand même sur leur continent que cette guerre se passe. Deuxièmement, c'est la difficulté de l'engagement de l'OTAN qui a été le casus belli peut-être prétexté par les Russes, qui fait que de toutes les façons, tout le monde sait, et ça fait partie des premiers accords transatlantiques, que l'OTAN ne pourra pas intervenir, sauf en back-office, dans tout ce qui viendrait à sécuriser l'Ukraine, y compris dans le déploiement des forces de réassurance ou de garantie, puisqu'on voit bien que ce sont les Français et les Anglais qui prennent le lead sur un état-major opérationnel qui permettrait de venir commander ces forces, que ce soit des forces qui viennent simplement en contrôle aérien ou maritime, ou des forces stationnées à la périphérie ou à l'intérieur du territoire ukrainien pour donner ces garanties militaires à l'Ukraine. Vous restez avec nous, Louis Gauthier. On fait juste le rappel des titres de l'actualité, 18h30 sur CNews et sur Europe 1 avec Adrien Fontaub. Bonsoir Adrien. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Ce nouveau drame dans le Nord, le corps d'une jeune fille de 18 ans a été retrouvé sans vie dimanche dans son appartement. Une trentaine de cartouches de protoxyde d'azote ont été découvertes sur place. Les investigations doivent déterminer l'origine exacte du décès. Le protoxyde d'azote déjà en cause dans une autre affaire dans le département. Le chauffeur qui a mortellement renversé Matisse à Lille au début du mois était sous l'empire de ce gaz. Les buralistes manifestaient aujourd'hui à Paris. Une cinquantaine d'entre eux étaient réunis aux abords du Sénat. En cause, l'augmentation du prix du paquet de cigarettes et le développement en parallèle des réseaux de contrebande. Pour l'année 2026, le paquet pourrait rapidement atteindre les 13 €. Objectif du gouvernement, freiner la consommation des Français, le tabac qui reste la première cause de mortalité évitable en France.
Et puis cette nouvelle passe d'armes entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé au Prud'homme. Le club de la capitale réclame 240 millions d'euros à son ancien joueur en compensation d'un transfert avorté en juillet 2023 en Arabie Saoudite. L'attaquant du Real Madrid demande lui 263 millions d'euros pour la requalification de son contrat de CDD en CDI et pour harcèlement moral. Merci Adrien Fontenot. Une question à Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il y a eu une déclaration du commissaire européen à la Défense qui s'appelle Andrius Kubilius qui dit quand même quelque chose de très important. Il dit l'Europe n'est pas prête à faire face à une attaque massive de drones russes et doit impérativement intégrer les capacités ukrainiennes sous peine de faire une erreur historique. C'est extrêmement grave ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on intègre l'Ukraine dans le dispositif de défense européen ? Je pense qu'il a voulu... C'est pas un chiffon rouge, ça ? Je sais pas ce que c'est. Il a voulu signaler, après ces survols de drones qu'on a vus ici ou là, après les déclarations de Mme von der Leyen évoquant une espèce de mur anti-drone en Europe, ce qui de toutes les façons paraît hors de portée, que c'est vrai qu'il y a une nécessité à ce que les Européens prennent en charge cette lutte anti-drone par divers moyens et que c'est sûr que l'espace qui est le premier exposé et en permanence, plus de 1000 drones par jour pratiquement qui sont utilisés pour des actions militaires, c'est l'Ukraine. D'accord. Une question de Laetitia Guinan et ensuite Jean-Sébastien Ferjou. Du business, c'est un très bon business parce qu'effectivement, là, Emmanuel Macron vend des avions. La France est un des pays européens qui a le moins investi en Ukraine proportionnellement, donc c'est un bon retour sur investissement. Cela dit, ça pose la question, effectivement, puisque les avions, comme l'a dit Louis de Ragnel, ne vont pas être livrés maintenant, ça pose la question de l'après-guerre et de ce que va devenir l'Ukraine et ce que va devenir cet armement, notamment avec ces avions-là, mais avec énormément d'autres armes. Une source proche du renseignement, justement, me disait, mais vous n'imaginez pas l'arsenal qu'il y a en ce moment en Ukraine, des Kalachnikov, mais des armes très, très sophistiquées. Quel contrôle, justement, on imagine opérer sur cet armement, sur cet arsenal monstrueux qu'on est en train de constituer en Ukraine? D'abord, il y a les équipements très lourds. Si on évoque les Rafales, il n'y aura jamais de perte de contrôle. Je ne sais pas combien in fine, je vois ce qui est promis, je ne sais pas in fine ce qui sera livré, d'autant que les sommes sont très importantes. On parle de dizaines de milliards d'euros et d'une vingtaine si on imagine la commande des 100 avions délivrés et dans la durée avec tous leurs équipements. Donc là, c'est une chose, les grands équipements, les batteries de sample, les 8 batteries. C'est pas ça qui nous fait peur. Voilà, ça, on les contrôle. Les armes de guerre. Peuvent tomber dans d'autres mains parce qu'on ne sait pas qui pilotera l'Ukraine. C'est la question du contrôle, effectivement, des autorités ukrainiennes sur leur pays après le cessez-le-feu. Mais après le cessez-le-feu, c'est vrai, vous avez raison, dans les garanties de sécurité ou de réassurance, il y a aussi ce plan de désarmement, de contrôle de la manière dont, évidemment, surtout les armes de poing, toutes ces choses-là peuvent être recontrôlées, détruites. On l'a connu sur d'autres théâtres de conflit. Mais il y a aussi ce problème un peu d'effet reverse possible pour que ça n'alimente pas des trafics d'armes. On l'avait vu dans l'ex-Yougoslavie, on l'a vu à d'autres endroits. Donc ça fait aussi partie des préoccupations, à mon avis, des responsables européens. Ils doivent à la fois donner des garanties dans un sens, mais aussi de leur côté faire que, après le cessez-le-feu, il y aura nécessairement un désarmement, que ce désarmement soit contrôlé pour des effets alimentant des trafics. Oui, mais ça ne l'a pas marché en Yougoslavie. Jean-Sébastien, allez-y parce qu'il reste peu de temps et je sais que vous avez une question. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, est-ce que la plus grande faiblesse européenne, c'est pas cette forme d'hypocrisie ou de schizophrénie qui fait que nous continuons, alors nous sommes très fermes sur les discours, mais quand on regarde les statistiques des exportations européennes vers le Kyrgyzstan, vers l'Arménie, vers des pays, enfin beaucoup de pays qui servent en réalité de sas de passage vers la Russie, on n'a jamais vraiment cessé le commerce avec les Russes. La question est plus complexe que ça. Non, il n'y a pas de réexportation, par exemple, de matériel français vers la Russie. Parce qu'il y a pas de matériel militaire, mais de beaucoup d'autres matériels, que ce soit sur les biens de grande consommation, les véhicules de luxe, les statistiques ont tout explosé au Kazakhstan. Comme vous l'avez constaté, la guerre d'Ukraine n'a pas interrompu le commerce international, y compris des flux beaucoup plus majeurs. On parlait tout à l'heure de gaz, de pétrole, et on arrive juste au moment où on parvient à tordre le bras russe en fermant le robinet. Donc oui, le commerce s'est continué. Mais sur les armements, là, il y a un contrôle qui est extrême et donc il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de risque que l'embargo à l'égard de la Russie ne soit pas tenu de manière extrêmement vigilante. Ensuite,
L'Ukraine, dans l'affaire de l'ex-Yougoslavie sur le contrôle des armements, c'est vrai que on avait une stabilisation de pays qui eux-mêmes avaient du mal, comment dirais-je, à conserver le contrôle de l'ensemble des pays qui étaient issus de l'ex-Yougoslavie. Là, il y a Là, il y a moins d'instabilité. Il y a moins d'instabilité, il y a plus de corruption. Mais il y a plus de corruption. C'est pas du tout ce que va devenir l'Ukraine après, ni sa gouvernance. Les amis, dernier mot, Louis Gauthier. Non, mais je pense que c'est ce que j'ai dit. Il y a des garanties dans un sens, il y aura un besoin de contrôle dans l'autre pour éviter des effets revers qui seraient négatifs pour nous. Merci de nous avoir aidé à faire le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec le président Zelensky et le président Macron. On fait une petite pause.